Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce 23e colloque annuel du syndicat des énergies renouvelables. Depuis sa première édition en 1999, cet événement réunit chaque année à sa tribune, les habitués le savent bien, les acteurs majeurs du monde politique, économique, industriel et la société civile. Mais cette année, le contexte est très particulier. Nous n'avons pas moins de 3 épées Damoclès au-dessus de la tête. L'urgence climatique, avec la disparition des derniers climato-sceptiques, la guerre en Ukraine, avec un robinet de gaz qui se ferme et qui bouscule, rebat les cartes un peu de toutes les sources primaires, et enfin 32 réacteurs nucléaires à l'arrêt en ce moment, dont certains à cause d'un défaut générique. Ajoutons à cela que la France est le seul pays européen à ne pas avoir atteint son objectif de part d'énergie renouvelable dans sa consommation d'énergie en 2020. On reviendra bien en détail avec Jean-Louis Bal et avec des chiffres plus précis sur cette non-atteinte de nos objectifs et l'impact très concret que ça a aujourd'hui. Le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables a été présenté lundi en Conseil des ministres. Il sera voté très prochainement. Il y a de nombreux parlementaires dans la salle et qui vont venir intervenir aujourd'hui. On a l'occasion d'en débattre avec eux. Alors oui, les interventions et les débats de ce 23e colloque vont être très différents de ce qui a pu se dérouler par le passé. Les organisateurs vous ont préparé 4 tables rondes avec pas moins de 34 intervenants qui vont venir intervenir, débattre, s'exprimer devant vous aujourd'hui. Pour ouvrir ce colloque, je laisse tout de suite la place à Jean-Louis Bal, président du syndicat des énergies renouvelables. Madame la ministre de la Transition énergétique, chère Agnès Pannier-Runacher, Monsieur le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie, cher Fatih Birol, Monsieur le président de la Commission environnement du Parlement européen, cher Pascal Canfin, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les élus, cher Éric Orsena, je ne sais pas s'il est déjà arrivé, mais il nous fera encore une fois l'honneur de nous accompagner. Mesdames, Messieurs, en préparant ce 23e colloque du syndicat des énergies renouvelables, j'ai parcouru les discours d'ouverture des précédentes éditions et je voudrais partager avec vous certains passages. Mon prédécesseur, André Antolini, disait en 2007, il y a donc 15 ans, « La réalité et l'imminence du danger que représente le réchauffement climatique ne font plus débat. Le renchérissement des ressources fossiles renforce la nécessité de diminuer le recours à ces formes d'énergie. » Le constat que je dressais en 2013 était similaire. Le coût des énergies que l'Europe importe, comme celui des autres matières premières, est l'une des causes premières de cette crise que nous connaissons maintenant depuis 5 ans. La réduction de nos émissions, qui va de pair avec notre indépendance énergétique, doit donc être un axe très important de la transition énergétique. Malheureusement, il faut bien constater que si rien ne change, la France ne respectera pas les objectifs de 2020. J'ai eu malheureusement raison. Si je rappelle ces quelques propos, ce n'est pas pour expliquer que le CER avait raison avant tout le monde, mais pour souligner que nous n'avons toujours pas suffisamment pris la mesure du rôle fondamental que doivent jouer les énergies renouvelables dans la transition énergétique, malgré les évidences qui ont jalonné ces 15 dernières années. En fin 2021, 60% de notre consommation finale provenait encore des énergies fossiles. Le nucléaire couvrait 21% de nos besoins, tandis que les renouvelables représentaient un peu plus de 19% de notre consommation, chiffre d'ailleurs en quasi-stagnation selon les dernières données officielles. À l'approche de l'hiver qui va conduire à des tensions sur l'approvisionnement énergétique des entreprises, des collectivités et peut-être des ménages, alors que les factures d'énergie explosent partout en Europe, voici les 3 chiffres que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui.
Si la France avait respecté ses objectifs 2020 de 23% d'énergie renouvelable dans son mix, nous disposerions aujourd'hui d'un volume d'énergie supplémentaire permettant de couvrir 20% de la consommation de l'industrie française ou 8% de tous les bâtiments résidentiels et tertiaires de notre pays. Ce déficit par rapport à l'objectif, c'est 64 TWh, soit 6 fois la capacité de production de Fessenheim à un moment où des polémiques stériles émergent à propos de la fermeture de cette centrale. Ces quelques chiffres témoignent de l'impérieuse nécessité d'accélérer le développement des renouvelables. Pour cela, il est important de s'inspirer de ce que font d'autres pays dans le monde, qui sont généralement plus rapides que nous dans ce déploiement. Je suis donc très heureux de pouvoir accueillir une fois de plus Monsieur le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie, qui nous fait l'honneur de sa présence et apportera sa vision toujours si éclairante des dynamiques à l'œuvre au niveau international. Madame la ministre, je sais que vous avez à cœur de changer drastiquement ces tendances. Voici les 3 principaux messages que la filière des renouvelables aimerait vous adresser aujourd'hui. 1. Les énergies renouvelables constituent, avec la sobriété énergétique, la seule solution que nous pouvons déployer rapidement pour répondre à nos enjeux de sécurité d'approvisionnement. Tous les scénarios montrent que l'effort de sobriété devra être majeur, mais ils indiquent aussi que sans déploiement massif des renouvelables, la souveraineté énergétique et la neutralité carbone relèvent de l'utopie. Madame la ministre, nous attendons donc beaucoup de la future loi d'accélération des énergies renouvelables. Je détaillerai cet après-midi les attentes précises du CER s'agissant du projet de loi qui vient d'être présenté au Conseil des ministres. Il constitue une bonne base de travail et soyez assurés du soutien de notre secteur qui regroupe tant des PME, des ETI que des acteurs de grande taille. Le CER sera à vos côtés pour porter un discours d'ambition dans le cadre de l'examen parlementaire qui s'ouvre. Deuxième message, sortons du débat focalisé sur l'électricité. Nous devons impérativement consacrer plus de moyens au développement de la chaleur et du froid renouvelables, des gaz renouvelables et des bioénergies de manière générale. J'ai été très frappé de voir, lorsque les premières difficultés sur l'approvisionnement en gaz sont apparues, que peu de commentateurs ont rappelé que le gaz est d'abord utilisé pour produire de la chaleur et alimenter des process industriels. Si nous voulons peser face à la Russie, tout en respectant nos engagements climatiques, nous devons mener une action déterminée pour déployer à grande échelle chaleur, froid et gaz renouvelables. Mais, cher Pascal Canfin, je profite de cette occasion pour vous dire à quel point nous sommes inquiets des propositions formulées par le Parlement européen dans le domaine du bois-énergie. En condamnant le bois-énergie comme il propose de le faire, en empêchant notamment cette énergie renouvelable d'accéder à des soutiens publics, le Parlement européen pénaliserait toute la filière forestière française qui est pourtant extrêmement vertueuse et permet la croissance de ce puits de carbone. Le CER, comme les acteurs de la filière bois de manière plus générale, sont foncièrement opposés à cette approche et nous espérons qu'elle pourra encore évoluer dans le cadre des trilogues à venir. Troisième message, la planification énergétique sera essentielle, mais les objectifs sont peu efficaces s'ils ne sont pas accompagnés d'outils de pilotage pour vérifier que nous respectons nos trajectoires et corriger les éventuelles déviations. Le choix du gouvernement et du président de la République de placer la transition énergétique et écologique au plus haut niveau de l'agenda est une évolution majeure. Nous y voyons une opportunité pour que les trajectoires qui seront définies soient accompagnées d'une batterie d'indicateurs et d'outils à destination de la puissance publique, notamment des préfets, afin que les projets renouvelables
sortent effectivement de terre et dans les temps. Madame la ministre, vous avez d'ailleurs signé récemment une circulaire à destination des préfets qui va dans ce sens et nous soutiendrons vos efforts afin que le dialogue entre la filière et les services déconcentrés de l'État soit le plus fluide possible. Cela demande d'ailleurs que les ressources humaines de ces services soient à la hauteur des enjeux. Au-delà du très court terme, la planification est un levier de déploiement des énergies renouvelables sur le moyen et long terme. C'est pourquoi le CER présente aujourd'hui une nouvelle publication que j'ai l'honneur et le plaisir de vous remettre et qui détaille les objectifs et trajectoires que nous jugeons souhaitables et réalisables. L'Union européenne a décidé de revoir à la hausse ses ambitions en matière de renouvelables. La France doit faire sa part et un objectif de 45% de renouvelables d'ici 2030 est à notre portée. C'est l'objectif qui vient d'être voté par le Parlement européen. Avant d'accélérer, il convient cependant de ne pas ralentir. J'en profite pour vous remercier, Madame la Ministre, ainsi que les services de l'État, pour les mesures d'urgence qui ont été adoptées à la fin de l'été afin de sauver les projets en cours de développement et menacés par l'inflation. Nous avons cependant un point de vigilance très fort. Au moment où ces projets sont autorisés à vendre temporairement sur le marché, il ne faudrait pas leur imposer un plafond de leurs revenus issus de la vente sur le marché. Selon Bercy, les énergies renouvelables rapporteront près de 8 milliards d'euros au budget de l'État en 2022 et sans doute beaucoup plus encore l'année prochaine. Vouloir plafonner les revenus des projets en danger les remettrait en risque et outre le trou d'air que cela générerait en termes de volume d'énergie, cela ne rapporte rien, in fine, à l'État s'il ne voit pas le jour. À l'heure où les manifestations du dérèglement climatique ont généré chez beaucoup de Français une éco-anxiété, les énergies renouvelables sont à même de transformer cette anxiété en énergie positive et s'inscrivent dans un projet de société durable et prospère. Le CER est très attentif aux attentes légitimes en matière de protection de la biodiversité et d'ancrage local. Nous nous attachons à inscrire notre secteur dans une démarche d'amélioration continue. Mais ces attentes ne doivent pas nous empêcher d'avancer en responsabilité, car les risques que je décrivais en introduction pourraient encore s'aggraver avec d'ailleurs toutes les conséquences sociales, environnementales et économiques associées si nous n'accélérons pas le développement des renouvelables. Enfin, pour réussir la transition énergétique, il ne faudra oublier aucune filière ni aucun territoire. Les filières innovantes à des stades de développement moins avancés, comme les énergies marines renouvelables par exemple, doivent continuer à bénéficier du soutien de la puissance publique. De la même manière, la transition énergétique dans les zones non interconnectées, les départements d'outre-mer en particulier, doit recevoir plus d'attention. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir sur l'outre-mer dans la troisième table ronde. Madame la Ministre, les leviers à actionner sont nombreux, comme nous le verrons tout au long de cette journée. Le CER et ses adhérents sont à vos côtés pour concrétiser enfin cette transition énergétique et écologique que la grande majorité des Français appellent de ses vœux. Je vous remercie de votre attention.